Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire COVID-19 et confidentialité du statut sérologique. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COQ-SIDA. Et aujourd'hui, on va parler d'une question dont le service VIH Infodroit à la COQ-SIDA a reçu beaucoup d'appels à propos. Donc, la question que c'est pas évidemment toutes les personnes vivant avec le VIH qui sont qui ont une raison médicale, disons, pour ne pas être au travail présentement. Par contre, il y en a certaines pour qui cette condition-là s'applique et c'est comme toute la délicatesse de rapporter ça à l'employeur sans dévoiler le statut sérologique au VIH. Donc, on a aujourd'hui Laurent Trépanier-Capristan, qui est coordonnateur du service VIH Infodroit à la COQ, qui va pouvoir nous parler de ce sujet-là. Donc, Laurent travaille depuis près de 10 ans dans le milieu communautaire et de la défense collective des droits. Avocat de formation, il complète actuellement une maîtrise en sociologie qui place les inégalités sociales au cœur de son projet ayant pour sujet l'accès à la justice. Et depuis plusieurs années maintenant, il intervient sur une base régulière à la radio ou lors de conférences afin d'éclaircir certains enjeux juridiques ou encore pour commenter l'actualité politique et juridique. Donc, merci Laurent d'être là. Puis, je vous invite les gens qui participent à poser vos questions tout au long dans la boîte de commentaires. Je pourrais l'interrompre à un moment opportun pour lui poser. Donc, Laurent, je te cède la parole. Merci beaucoup, Martine. Merci d'abord à tout le monde d'être là aujourd'hui à la maison. Je vous préviens tout de suite d'entrée de jeu. Aujourd'hui, on n'aura pas malheureusement, vous avez été tanné de nous entendre parler des avocats, on n'aura pas des réponses précises sur notre sujet, mais on va essayer un peu décrire le parcours, comment ça se passe en milieu de travail, la confidentialité du statut sérologique, les retraits préventifs, les droits de refus de travailler. On va voir comment ça s'organise et qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu communautaire pour essayer de favoriser une absence de dévoilement, finalement. Donc, avant d'aller plus loin, on va regarder le plan de présentation. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. De faire, d'abord, on va regarder le parcours type d'une demande pour se donner une idée un peu du parcours. C'est un parcours simplifié que je vous ai mis là, mais je pense que ça va aider à clarifier la suite de la présentation. Ensuite, on va regarder quelques situations types. Peut-être que ça va être l'occasion pour vous de voir si vous avez déjà eu ce genre de questions-là dans le cadre de votre travail. Et on va regarder aussi les règles de droit qui sont en tension. Donc, sur quelles règles de droit on peut s'appuyer pour développer un argumentaire qui vise à finalement à s'abstenir de faire un dévoilement dans le cas d'un retrait préventif ou d'un droit de refus de travailler. Et aussi, on va regarder les arguments de l'autre côté, les arguments qui sont moins en faveur de notre position pour voir comment est-ce qu'on peut tenter d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Ensuite, on va arriver dans le cœur de la présentation où on va regarder est-ce qu'il y a un dévoilement obligatoire du diagnostic, est-ce qu'il y a un dévoilement obligatoire du traitement. Donc, vraiment plus les droits de retrait et de refus. Et pour nous aider à y voir clair là-dedans, on va aussi aller voir qu'est-ce que l'INSPQ et qu'est-ce que l'INES a dit par rapport à ça. Et on terminera par des pistes d'action ou des pistes de solutions vers la fin de la rencontre. Et évidemment, on aura le temps pour quelques questions. Je pense que Martine vous a indiqué d'inscrire ça dans la boîte de commentaires. Comme ça, je pourrai vous répondre encore de votre. Donc, sans plus tarder, les situations types du moins que moi j'ai reçu au service, puis on pourra voir peut-être si vous avez reçu ce même genre de situation-là. Je commence avec Madame X. Madame X, non très personnel. Donc, souvent dans le milieu de la santé, c'est beaucoup de là que les cas viennent. Donc, Madame X préposée aux bénéficiaires, vit avec le VIH depuis 10 ans, sous son traitement ARV, a des CD4 inférieurs à 200 copies et elle a des inquiétudes. Est-ce qu'elle devrait demander d'être retirée ou réaffectée? Ça, je vous dirais, ça nous arrive très souvent. Donc là, on est dans la situation de Mme X, on est avant même qu'il y ait un processus qui soit entamé. C'est une personne qui veut de l'information pour savoir est-ce qu'elle devrait entamer le processus. On a aussi d'autres types de situations, M. Y. Encore une fois, dans le milieu de la santé, M. Y, lui, est un petit peu plus loin dans son processus. Il détient un certificat médical de son médecin qui confirme, les critères qu'on va voir plus loin, mais autrement dit que monsieur est immunodépressé et qu'on conseille un retrait du travail. Et monsieur aurait déjà envoyé son certificat
certificat aux ressources humaines. On va le voir dans la prochaine diapositive, le parcours, ça va devenir plus clair. Et monsieur ne veut évidemment pas dévoiler son statut sérologique à son employeur. Même chose pour Madame X. Hein. C'est sûr que quand on n'a pas ce prérequis-là, souvent la question ne vient même pas au service VIH Info3. J'aimerais ça qu'on essaye quelque chose si vous êtes partant. Est-ce que vous avez eu dans vos organismes, dans vos jobs, est-ce que vous avez vu des Madame X, des Monsieur Y? Ça vous tente, on essaie d'inscrire. Si jamais vous en avez eu, peut-être inscrivez-le dans la boîte de commentaires. On pourra voir si certaines personnes ont ce genre de situation-là ou des situations similaires à que vous avez rencontrées dans vos organismes respectifs. Donc, Martine, lorsque un moment opportun viendra, tu vas peut-être nous faire le décompte, s'il te plaît, c'est vraiment gentil. Je continue avec le parcours. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, Monsieur Y était rendu un petit peu plus loin. Normalement, tout ça commence avec le processus, je vous dirais, du droit de retrait ou du droit de refus commence avec la consultation du médecin traitant. OK? Donc, c'est vraiment basé, c'est des droits qui sont exercés, qui sont basés sur des avis médicaux. Une fois que le médecin traitant nous a dit qu'on devrait être retiré ou a donné son avis professionnel, son avis médical là-dessus, il prépare un certificat qu'on envoie aux ressources humaines. Dans le domaine de la santé, souvent, on va appeler ça, les gens qui vont venir nous voir vont parler du bureau de santé. OK? Donc, je dirais que c'est comme la partie des ressources humaines qui va s'occuper d'évaluer ces certificats-là. Et là, les ressources humaines, ensuite, prennent une décision. Est-ce que le certificat de santé est satisfaisant pour eux? Est-ce qu'ils vont donner lieu à la demande que le travailleur ou la travailleuse a présentée? Donc, si c'est un oui, ben là, on a l'obtention de ce qu'on a demandé. C'est-à-dire, ça peut se manifester de plusieurs façons, selon la situation de la personne et selon si on est dans un droit de retrait ou un droit de refus de travailler. Donc, le retrait, c'est davantage une mesure préventive, alors que le droit de refus, et je vais y revenir plus tard, c'est davantage une mesure où on est au travail et on constate une situation dangereuse. Donc, si on obtient ce qu'on demande, ben, c'est facile, le processus prend fin. Si par contre, on est du côté d'un refus, souvent ce qu'on va voir aussi, c'est une demande de précision du bureau de santé. Okay? Lorsqu'on ne donnera pas le diagnostic, souvent le bureau de santé va nous revenir, on va revenir vers le travailleur, la travailleuse, il va dire, oh, attention, je n'ai pas suffisamment d'informations pour prendre ma décision. Donc, on regardera aussi cet aspect-là. Et finalement, suite au refus, aux demandes de précision, ben là, alors, soit on tombe dans une acceptation de la décision ou on tombe dans une situation conflictuelle, un litige. Donc, les règles de droit en tension. Donc, je ne m'éterniserai pas sur ces aspects-là, mais simplement vous dire qu'elles existent, d'accord? Pourquoi je ne m'éterniserai pas? Parce qu'évidemment, ici, on a sélectionné les principales règles de droit qui sont applicables, mais on peut aussi en retrouver à d'autres endroits. Okay? Donc, les sources qui ont été choisies, c'est des sources peut-être un peu plus fondamentales, les sources mais les sources, c'est ça qui sont plus fondamentales, mais il y en a ailleurs. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Donc, d'abord, le Code civil du Québec nous dire que toute personne est titulaire des droits de la personnalité, donc notamment le respect de sa vie privée, hein, à toute fin de l'article. Également, l'article 35, encore une fois, la vie privée, le droit à la réputation. Donc ça, c'est des principes qui sont généraux et vous voyez au début de la diapositive, on a rappelé le principe de base. Hein, le statut sérologique, il est confidentiel. C'est-à-dire qu'une personne est libre de le dévoiler ou non aux personnes de son choix puis de déterminer les conditions de son dévoilement, sauf exception. Donc, finalement, on se rapporte toujours au principe de base et ensuite, on va se demander est-ce qu'il y a des exceptions. Il ne faut pas oublier que le principe de base existe parce que c'est fondamental. Également, autres règles de droit qui vont rentrer en tension dans le droit de retrait et le droit de refus qu'on va aborder un petit peu plus loin et qui sont en notre faveur, je dirais. Il y avait le Code civil, il y a également la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, on rappelle encore le droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur, de la réputation. L'article 5, le droit à la vie privée. L'article 9, chacun a droit au respect du secret professionnel. Je vous disais tout à l'heure, on a choisi des sources qui sont plus fondamentales, comme la Charte des droits et libertés. Pourquoi? Parce que la Charte des droits et libertés a une valeur supra-législative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les lois doivent respecter la Charte. S'ils ne respectent pas la Charte, ils sont rendus,
on leur enlève leur force de loi, finalement. Donc, c'est pour ça aussi que la charte est une règle fondamentale. Maintenant, plus spécifiquement par rapport à l'article 9, le respect du secret professionnel, évidemment, il est dans la charte, mais on le retrouve ailleurs. C'est ce que je vous disais. On va aussi le retrouver dans le code de déontologie, généralement des professionnels qui viennent rentrer en jeu. Dans ce cas-ci, on peut notamment penser aux médecins, mais c'est vrai dans le cas de la plupart des professionnels. Comme les avocats, par exemple, si vous allez fouiller dans le code de déontologie des avocats, vous allez aussi trouver une règle relative au secret professionnel. La règle de la pertinence, maintenant, la pertinence de la preuve. Qu'est-ce que ça vient nous dire, cette règle-là? Eh bien, c'est que l'employeur, évidemment, il a le droit d'exiger un certificat médical, mais par contre, c'est pas une carte blanche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas accès nécessairement à tout le dossier médical. On doit sélectionner les renseignements qui sont nécessaires et pertinents pour qu'on puisse établir la capacité de travailler d'un employé. OK? Donc, on donne les informations à l'employeur pour qu'il puisse prendre une décision, finalement. On n'a pas besoin d'aller au-delà de ce que l'employeur a besoin pour prendre sa décision. Il y a un petit bémol par rapport à cette règle-là. Hein? Je dirais que ce n'est pas notre argument le plus fort par rapport aux autres règles de droit qu'on vient tout juste de voir. Donc, d'abord, quand est-ce que cette règle-là, elle est habituellement appliquée? Ça va généralement être devant un tribunal ou devant un décideur. OK? Donc, c'est rare qu'on va appliquer cette règle-là avant d'arriver dans un litige comme tel, dans un conflit, si je vous ramène au parcours qu'on a vu précédemment. Donc, ici, je vous ai mis une citation, en fait, de la jurisprudence Glegg de 2005, qui vient un peu mieux nous expliquer que le critère de la pertinence, finalement. Donc, le critère de la pertinence, en raison du sens que lui donne la jurisprudence, donc c'est principalement une règle jurisprudentielle, je vous disais que c'est beaucoup appliqué devant les tribunaux, et ça joue un rôle central. On doit prendre en compte l'importance du droit au respect de la vie privée, déjà protégé par la Charte québécoise, comme on l'a vu tout à l'heure, qui implique la reconnaissance législative du secret professionnel médical. Donc, on peut aussi retrouver dans les codes de déontologie, par exemple, du médecin. Et donc, il oblige celui qui réclame l'accès à l'information. Dans ce cas-ci, généralement, ça va être notre employeur. Ah, je viens de perdre ma diapositive. Est-ce que... Ah, voilà. De retour. J'espère que c'est correct aussi pour vous de votre côté. Donc... Oui, excuse-moi, Laurent, c'est moi qui a joué avec ça puis qui l'a fait disparaître. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Donc, finalement, c'est à l'employeur de déterminer que l'information qu'il cherche à obtenir, elle est pertinente, finalement. Maintenant, les règles de droit qui ne jouent pas en notre faveur, autrement dit, qui jouent en faveur de la divulgation. Ça, c'est des exceptions au principe qu'on a énoncé tout à l'heure de la confidentialité du statut sérologique. Donc, il y a la première exception, peut-être l'exception que vous connaissez la mieux, qu'on rappelle le plus souvent, c'est la renonciation explicite, ou autrement dit, quand la personne dévoile elle-même. Évidemment, là, il y a une renonciation en ce cas-là. Mais il y a aussi une renonciation implicite qui a été développée beaucoup, encore une fois, par la jurisprudence en matière de travail. C'est-à-dire qu'une personne qui va invoquer son état de santé pour être réaffectée ou retirée, selon qu'on parle d'un droit de retrait ou de refus, cette personne-là renonce à son droit à la confidentialité par rapport à cette information-là. Autrement dit, quand le travailleur ou la travailleuse invoque sa santé pour se soustraire à des tâches qui sont normalement attribuées à son poste, la jurisprudence nous dit, bien, c'est sûr que si tu invoques ton état de santé, tu renonces en quelque sorte à la confidentialité qui entoure cet état de santé. Okay? Donc ça, évidemment, c'est des règles qui jouent pas en notre faveur, qui jouent pas en faveur des arguments qui empêcheraient une divulgation du statut sérologique. Donc, c'est ça. La jurisprudence reconnaît le droit à l'employeur de demander un certificat médical à un employé qui va s'absenter, notamment pour des absences de longue durée. Et le même arrêt que je vous citais tout à l'heure nous dit également que la divulgation d'informations confidentielles peut être nécessaire, voire imposée pour protéger des intérêts concurrents. Donc, autrement dit, les intérêts de l'employeur versus les intérêts du travailleur ou de la travailleuse, on les met dans une balance. Mais ce qui est intéressant ici, c'est voir imposer. C'est-à-dire que
Si on se rend jusqu'à l'étape du litige, là, si je me ramène à mon parcours de tout à l'heure, eh bien, il peut y avoir des risques. Donc, il y a des considérations stratégiques à décider pour un travailleur ou une travailleuse s'il veut se lancer dans ce processus-là. Donc, c'est important pour ça de nommer finalement les risques auxquels peut être confronté le travailleur ou la travailleuse qui déciderait de se rendre là. La COVID-19 maintenant, donc on l'évoque depuis tantôt, le droit de refus. Qu'est-ce que c'est plus précisément le droit de refus? Eh bien, une travailleuse ou un travailleur, une travailleuse, pardon, un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il y a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail-là l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité, son intégrité physique. D'accord? Qu'est-ce qu'on considère comme un danger dans la LSST, la loi sur la santé et sécurité au travail? Le danger fait appel à une menace qui est réelle. OK? Donc, par opposition au risque, qui lui réfère à un événement dont la survenance est certes possible, mais incertaine. Donc, autrement dit, le danger, il est, si on le place par rapport au risque, supérieur à un risque, finalement. Donc, on doit avoir un niveau de danger qui fait appel à une menace réelle, dit la LSST. Et l'existence d'un danger doit être établie aussi pour le cas du retrait préventif. Je vais y revenir plus tard, mais donc dans les prochaines diapositives, mais simplement vous dire ici que le danger, c'est un concept qu'on retrouve à la fois dans le droit de refus, donc quand une personne identifie sur son lieu de travail, oh, attention, il y a un danger, là, si j'exécutais les tâches qu'on me demande ici, je mettrais ma santé, ma sécurité en danger. Mais donc, ça, c'est vrai pour le droit de refus, mais on va aussi le voir dans le droit de retrait. Donc, le retrait préventif maintenant. Le retrait préventif est un petit peu différent du droit de refus au niveau de la mécanique juridique. Ici, c'est là où la travailleuse dont la santé présente des signes d'altération, OK, je vais y revenir, peut demander d'être affectée à des tâches qui ne comportent pas une exposition à un danger et qui est raisonnablement en mesure d'accomplir. Autrement dit, le retrait préventif, ça peut aussi être en fait, c'est souvent dans un cas où une personne va identifier que si elle se rend à son travail, elle va se mettre en danger. Donc, l'employeur ici, il peut tenter de réaffecter la personne à des tâches qui ont un niveau de danger moins élevé. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'être affecté à des tâches qui ne comportent pas une telle exposition. Ou, s'il n'est pas en mesure de faire ça, il va devoir retirer la personne. Donc, on a dans notre raisonnement juridique, dans notre mécanique juridique, si on a deux conditions, on a la condition personnelle du travailleur, de la travailleuse, c'est-à-dire que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers. Le même concept qu'on a vu tout à l'heure pour le droit de refus, d'accord, qui se place de la même façon par rapport au risque. Donc, eu égard au fait que sa santé présente des signes d'altération, ça veut dire qu'il porte une condition personnelle qui fait en sorte qu'une exposition à un contaminant provoque pour lui des dangers. Ça pourrait ne pas être vrai pour d'autres personnes. Donc ici, on commence à voir ou à comprendre comment la COVID, une personne qui vit avec le VIH, peuvent commencer à entrer dans ces conditions-là. Le danger provenant des conditions d'exercice du travail maintenant, eh bien, on réfère ici à un contaminant, puis c'est le fun, la loi, elle nous donne déjà une définition d'un contaminant. On n'a pas besoin de se creuser trop la tête. On parle, et dans cette définition-là de contaminant, j'attire votre attention sur le mot qui est souligné. Je peux même utiliser mon curseur. Ici, un micro-organisme. OK? Donc, on pourrait, après ma barre, penser que la COVID entre dans la définition d'un contaminant. Et je vous disais tout à l'heure, le droit de retrait préventif, il est différent parce qu'il comporte deux conditions. C'est des conditions qui sont cumulatives. Il faut avoir les deux, on ne peut pas avoir une seule pour avoir une chance d'obtenir notre droit de retrait préventif. J'espère que c'est clair pour tout le monde, que ça ne va pas trop vite. Maintenant, les guides à notre disposition. Les guides à notre disposition, ils vont surtout servir à évaluer, je vous dirais, excusez-moi, j'essaie de revenir en arrière en parlant, mais ça fonctionne mal.
ils vont nous aider à évaluer, en fait, euh, la condition personnelle du travailleur puis le danger. Okay? Ils vont nous donner des guides parce qu'en ce moment, il faut le dire, on est devant un problème juridique qui est nouveau. Okay? La COVID, c'est nouveau pour à peu près tous les domaines. C'est aussi nouveau pour le domaine juridique. Donc, on ne sait pas exactement comment ça devrait être, ça devrait ou comment ça sera interprété euh, par les tribunaux. Mais on dispose de guides qui ont été principalement conçus par l'INSPQ et l'INES qui peuvent nous permettre de s'orienter par rapport à ça. Évidemment, ce n'est pas des lois, ces guides-là, donc ça n'a pas une force de loi, ça n'a pas une force contraignante, mais ça nous aide quand même à se repérer, se placer par rapport à nos deux conditions dont je vous parlais au niveau du retrait présent. Donc, si on regarde ça un peu plus précisément, donc, les travailleurs ciblés par ces recommandations sont ceux et celles qui sont susceptibles de développer des complications lors d'une infection par le SARS-CoV-2, donc le virus qui va causer la COVID-19, en raison d'une immunosuppression. Parmi les travailleurs ciblés, on a deux catégories que ces guides-là nous indiquent principalement. Un déficit immunitaire grave, c'est-à-dire une personne vivant avec le VIH dont le nombre de CD4 va être inférieur à 200. OK? Ou qui va présenter des manifestations cliniques d'un sida symptomatique. Donc ça, c'est notre catégorie, je vous dirais, la plus à risque. On a également un autre niveau de catégorie qui est le déficit immunitaire limité, donc où on va davantage viser un niveau de CD4 qui est entre 200 et 499 copies. Okay. Autrement dit, si on a une personne qui vit avec le VIH, qui a une charge virale indétectable, elle n'entre pas, il y a fort à parier en fait qu'elle n'entre pas dans les conditions qui ont été développées par l'INSPQ et l'INES, ou autrement dit, dans nos deux critères de notre retrait préventif. Okay? Principalement le critère numéro 1 qui est les dangers relativement à l'altération à la santé du travailleur, de la travailleuse. D'accord? Donc, autrement dit, il y a fort à parier qu'une personne qui vit avec le VIH qui a une charge indétectable ne pourra pas profiter de ces droits-là. Évidemment, là, on en discute pour essayer de vous donner des guides, pour essayer de vous donner une idée la plus précise possible de ce qui est en train de se dérouler finalement devant nos yeux, mais il faut toujours se rappeler que ces éléments-là, c'est le médecin qui va prendre une décision là-dessus. Donc, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un juge, ce n'est pas l'employeur. Ça doit être basé sur un certificat médical et sur un avis professionnel d'un médecin. Donc, c'est important, c'est toujours là où il faut toujours se rapporter à l'avis du médecin. Martine, est-ce que tu voulais nous dire quelques mots? Ben oui, il y a des commentaires dans la boîte de commentaires. On rappelle qu'on peut avoir une charge virale indétectable et un taux faible de CD4 également. Puis il y a une personne qui dit dans le fond que par rapport au seuil de 200 CD4, il y a des médecins ailleurs qui disent 500 CD4. Peut-être juste rappeler que ça c'est des nouveaux critères de l'INSPQ, puis un peu comme tu dis, après ça, c'est chaque médecin comme à sa discrétion. Il y a une question qui est apparue aussi, mais tu vas peut-être y répondre un peu plus tard aussi. La question de divulguer, quand on n'a pas le choix de se dévoiler VIH si on va être en télétravail, comment ne pas se dévoiler quand on doit justifier la raison de la demande? Bien, donc, je te lance la question, je pense que ça va être répondu dans le webinaire. Je pense qu'on peut peut-être, Martine, tu pourrais peut-être me rappeler la question un peu plus tard parce qu'on va arriver à la fin de la présentation. J'aimerais ça qu'on fasse un résumé. Puis peut-être que ça va devenir plus clair à ce moment-là. Parce qu'évidemment, c'est ça la question qu'on a. C'est quand le médecin, c'est toujours pour répondre d'abord aux commentaires sur les CD4, c'est toujours le médecin qui doit donner son avis. Il faut se référer à l'avis de notre médecin. Parce qu'évidemment, il y a plein de situations qui vont tomber un peu entre les lignes de ces guides-là. Par exemple, si une personne a plusieurs diagnostics, eh bien, ces diagnostics-là peuvent s'inter-influencer. Ça peut être des diagnostics qui peuvent être extérieurs au VIH également, mais ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte. Donc, une personne qui pourrait aussi cumuler plusieurs conditions médicales qui fera en sorte que son médecin dit « Oh, attention, là, faut que tu
pour faire un certificat médical, il faut aller vers un droit de retrait préventif. Okay? Donc, évidemment, ici, c'est des guides qui nous donnent ça, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours se rapporter à la vie médicale et c'est ça qui va initier le processus. Si je vous ramène au parcours, si vous regardez tout en haut de la diapositive, c'est le certificat médical qui va initier le processus et c'est sur ça qu'on va se baser. Et j'irais même plus loin, je dirais le droit en général, même quand si ultimement on se retrouve devant un juge, le juge doit, doit balancer ça et souvent ça va être avec une expertise, une contre-expertise, mais c'est pas le juge qui prend des décisions médicales, il prend une décision au vu et au su des avis d'un médecin qu'il va recevoir. Un juge n'est pas un scientifique, nécessairement, c'est un professionnel du droit. Pour rapidement, et on y reviendra aussi, là, en ce qui concerne le dévoilement, eh bien, c'est sûr que souvent, ce que les ressources humaines vont vouloir, c'est qu'ils vont vous dire on veut le diagnostic. D'accord? On veut le diagnostic qui fait en sorte que vous ne pouvez pas être présent au travail ou que la personne ne peut pas être présente au travail. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des règles en tension. C'est qu'ici, on n'a pas de réponse qui est claire, mais nous, puisqu'on travaille dans le milieu de la défense des droits, on tente de prévenir un dévoilement qui serait inutile. Évidemment, si vous avez des communications avec des travailleurs, des travailleuses ou même des médecins, c'est toujours bon d'indiquer, de mettre le plus d'informations médicales avec lesquelles la personne est à l'aise sur le certificat médical sans sans nécessairement mettre le diagnostic comme tel ou les traitements. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a une renonciation implicite et il faut essayer de donner de l'information pour que l'employeur puisse prendre sa décision en protégeant la confidentialité du statut sérologique. Et c'est là toute l'ambiguïté, tout le catch-22, si je parle en bon français. Donc, évidemment, je le répète une dernière fois, les guides, ce sont des guides. Si on a un doute, on se réfère à la vie de Donc, on a également des recommandations pour la réaffectation des travailleurs et travailleuses immunosupprimés. Donc, autrement dit, tout à l'heure, je vous disais, quand vous faites un droit de retrait, quand une personne fait un droit de retrait préventif, l'employeur peut tenter de relocaliser son employé dans un poste où il n'y aura pas ce danger-là pour l'employé. Donc, ici, on a des recommandations de l'INSPQ à cet effet-là. C'est-à-dire on peut tenter d'éliminer la présence dans un même local avec les personnes qui sont sous investigation ou des cas probables et confirmés. Également, les soins, les prélèvements, les examens médicaux, les examens paracliniques de cas sous investigation probables ou confirmés. Même chose en ce qui concerne le transport des cas de COVID qui seraient sous investigation probables ou confirmés. Et les tâches qui seraient reliées au nettoyage, à la désinfection de l'environnement, du matériel, des effets personnels qui auraient été en contact avec des personnes qui seraient sous investigation, cas probable ou confirmé. Donc, on voit qu'on essaie de créer finalement une distance entre les cas probables, confirmés ou sous investigation, si jamais la personne tombe effectivement dans le retrait préventif, donc dans les conditions de retrait préventif. Même chose, la gestion des dépouilles pour les cas qui ont été en contact avec la COVID. Contact, soins, traitement des personnes sous investigation ou cas probables ou confirmés, encore une fois. Et également toutes les tâches qui seraient dans les établissements déclarés en isolement, évidemment. Donc, on a également la situation où il y a un contexte de transmission communautaire soutenue, donc il y a des recommandations additionnelles. Donc, on pourrait penser ici, si jamais on arrivait à un niveau de contamination communautaire soutenue, on a également d'autres recommandations qui sont appliquées à ce moment-là, qui concernent principalement de favoriser le travail à distance à partir du domicile, donc là où on a vraiment un environnement contrôlé, la personne n'est pas en contact. Si le télétravail est impossible, évidemment, appliquer les mesures de prévention qui s'imposent pour les autres milieux de travail et assurer une distanciation physique minimale de 2 mètres avec la clientèle, les collègues.
certificat médical, et peut-être qu'on pourra en profiter pour faire un résumé de ce qui aura été vu pendant la présentation. Ça, c'est le certificat médical qui a été développé par le CHUM, spécialement pour les cas de COVID-19. Donc, vous voyez que il n'y a pas beaucoup de détails sur le certificat à la base. Hein? Donc, le médecin fait ses recommandations, c'est-à-dire soit il va, en fonction de son avis médical, il va recommander à ce que son patient, sa patiente fasse du télétravail ou encore qu'on fasse certaines modifications dans son milieu de travail. Évidemment, ici, on peut penser que les recommandations du médecin vont différer si jamais on est devant un déficit immunitaire grave, comme on voyait tout à l'heure, ou un déficit immunitaire qui est limité. Je rappelle encore, ça relève de l'avis du médecin et le médecin peut prendre c'est lui qui a le big picture finalement de la santé de son patient ou de sa patiente. Donc, c'est lui qui est le mieux positionné pour décider qu'est-ce qui doit être appliqué pour son patient. Donc, il remplit ce certificat médical-là, mais souvent, ce qu'on a vu, du moins au service, c'est que si on ne fait que cocher l'une ou l'autre ou plusieurs de ces cases, ça ne sera pas suffisant. Les ressources humaines ou le bureau de santé, dans le cas du milieu de la santé, va souvent nous demander des demandes de précision. Donc, c'est pour ça que si la personne a la chance de discuter avec son médecin traitant, c'est important peut-être d'évaluer avec le médecin les informations que la personne elle est confortable d'inscrire sur le certificat médical pour essayer de maximiser les chances que le certificat médical passe sans qu'on ait une demande de précision. Et également tout en protégeant évidemment la confidentialité du statut sérologique. Okay? On peut penser à un exemple, une personne vivant avec le VIH qui a également des problèmes respiratoires. Si la personne est à l'aise à ce qu'on mette les problèmes respiratoires sur le certificat médical, eh bien, on peut qu'on divulgue cette information-là parce que, évidemment, si on n'inscrit rien, il y a fort à parier que le certificat ne sera pas suffisant pour donner droit à la demande du travailleur de la travailleuse, malheureusement. Donc, c'est ça. Et piste de solution maintenant, en terminant, et on aura du temps pour les questions ensuite. Donc, je pense que c'est important de nommer les enjeux auxquels est confrontée la personne. C'est-à-dire, si jamais vous avez une intervention de genre-là qui arrive à l'organisme, c'est évidemment de dire qu'il n'y a pas de certitude. Donc, c'est rare qu'il y en a en droit, mais je vous dirais, là, en ce moment, on est dans une situation où on a peu d'éléments ou d'autorité pour déterminer plus précisément qu'est-ce qui va se passer. Okay? Donc, nommer les enjeux auxquels pourrait être confrontée la personne, je pense que c'est important pour que cette personne-là puisse prendre sa décision aussi. Également, dans ces enjeux-là, on peut aussi penser à ce que je vous disais par rapport au litige de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut quand même y avoir un risque que si on se rend à la dernière étape, l'étape où on a un litige et on se rend devant la CNESST et il y a un débat finalement juridique, eh bien, faut aussi être en mesure de nommer que rendu à cette étape-là, on peut être pris finalement à dévoiler plus que ce qu'on avait anticipé au départ. Donc ça, je pense que c'est important de le dire à une personne qui serait dans ce genre de situation-là pour qu'elle puisse prendre sa décision au meilleur des informations qui sont disponibles en ce moment. Également, vérifier est-ce que la personne travaille dans un milieu syndiqué. Parce que si la personne travaille dans un milieu syndiqué, ça peut avoir des gros avantages stratégiques. Hein? On sait, le syndicat est là pour défendre ses travailleurs, travailleuses, ses membres. Et donc, c'est une défense qui est financée par le syndicat. Donc ça peut être intéressant aussi si la personne est syndiquée et qu'elle a et que ça se passe bien dans son syndicat, qu'on sent que le syndicat est là pour défendre les intérêts de la personne qui vient nous voir. OK? Donc, mais juste d'aller chercher l'information, c'est déjà une très bonne première étape de penser à demander est-ce que vous êtes syndiqué dans votre milieu. Okay? Également, il y a le service VIH InfoDroit hein, qui est toujours là pour vous aider. On vous rappelle les numéros de téléphone, aussi joignables par courriel. Les milliers de numéros de téléphone, là, j'en profite aussi pour mentionner que, évidemment, avec la situation relative à la COVID-19, la Coxida est encore beaucoup en télétravail. Donc,
possibilité de laisser un message sur ma boîte vocale. Je relève mes messages très régulièrement. Généralement, on va fixer un rendez-vous téléphonique dans la journée ou dans les prochains jours pour pouvoir discuter de la situation, que ce soit avec vous ou la personne qui vient vous voir. On est sur le web, donc la Coxida aussi. Sur le web, donc la Coxida aussi. Le service VIH Infodroit avec plusieurs informations sur notre site web. Et il y a également une boîte à outils COVID-19 qui est disponible sur le site de la Coxida avec notamment, qui sont accessibles là, les guides dont il a été question dans la présentation qui sont, si ma mémoire est exacte, disponibles sur la boîte à outils COVID-19 de la Coxida sur notre site web. Donc, si jamais vous, évidemment, là, je consacre une présentation, ça a peut-être été vite, et puis on a isolé certaines informations de ces guides-là, mais si jamais vous voulez aller les relire pour évaluer si la personne serait susceptible, à prime abord, de pouvoir profiter d'un droit de refus ou d'un droit de retrait préventif, disponible ici sur le site web de la Coxida. Est-ce qu'on a des questions? Des demandes de précision, des interrogations? Merci Laurent, c'est super intéressant. Ben oui, on a beaucoup de temps pour les questions, donc n'hésitez pas à inonder Laurent de vos questions, situations qui présentaient des défis. Je pense que tu l'as bien nommé, en fait, techniquement, le certificat médical devrait suffire, mais malheureusement, il y a plusieurs employeurs qui exigent une raison supplémentaire. Donc, c'est un peu ça la discussion qu'on avait dans le chat, que c'est malheureusement pas suffisant, puis il y a des gens qui se trouvent devant le dilemme de soit se mettre en risque en travaillant ou de dévoiler leur statut VIH. Donc, n'hésitez pas, chers participants, participantes, à poser des questions. On a Laurent qui est avec nous pour répondre à toutes vos questions. Peut-être que tu as été tellement clair. C'est les commentaires. Un commentaire. Merci, c'était tellement clair. Là, je vois le commentaire de Ken ici là, qui nous disait on peut avoir une charge virale détectable, un taux de CD4, un token de CD4, tout à fait vrai. Hein? C'est pour ça que je vous dis ici, la présentation d'aujourd'hui, elle vise à vous informer sur le contexte juridique puis les questionnements juridiques qui va forcément y avoir lieu, que ce soit au niveau du bureau de santé ou même un peu plus loin si jamais ça devait se rendre à la CNSST. Mais il faut toujours se ramener à la vie médicale pour les CD4 et les milieux juridiques doivent faire preuve d'une déférence c'est-à-dire il doit prendre un pas de recul quand il est face à une information médicale puis s'assurer que c'est une information qui est valide selon les professionnels de la santé qui ont été consultés. Merci. Une question, est-ce que tu es d'accord qu'on peut envoyer ta présentation aux participants? Ben oui, pas de problème, ça me fait plaisir. Et est-ce que les ressources humaines ont l'obligation de garder la confidentialité du dévoilement? Ah, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, le processus normal, je vous dirais, ou habituel, c'est que, surtout dans on se pose surtout la question, ce genre de questions-là dans les grosses entreprises où il y a des gros employeurs, comme le milieu de la santé, par exemple. C'est-à-dire, si une personne décidait, par exemple, de dévoiler un diagnostic, que ce soit son statut sérologique ou autre chose, évidemment, le certificat médical est envoyé à une personne précise au bureau de santé qui prend une décision et qui doit conserver cette information-là confidentielle à l'intérieur de son organisation. Elle doit informer seulement les personnes pour qui c'est absolument nécessaire. Généralement, on va penser au superviseur immédiat. Si, par exemple, c'est lui qui fait les horaires de la personne, évidemment, il va devoir être mis au courant ou ce genre de contexte-là, mais on doit, la règle, je vous dirais, c'est de conserver ces informations-là confidentielles simplement aux personnes pour qui c'est nécessaire d'en avoir connaissance pour prendre des décisions sur le cas de la personne. Évidemment, ça, c'est sur le papier et je pense que la crainte, par contre, de devoir faire un dévoilement forcé est légitime aussi parce que malheureusement, on voit encore des situations où cette information-là, elle est mal protégée et où l'information va se diffuser. Mais oui, effectivement, c'est vrai c'est important de mentionner en fait qu'il devrait y avoir une confidentialité au niveau des ressources. Oui, puis il y a toutes
la question aussi de un peu si on sort pas de la théorie, mais tu sais, la personne dit qu'est-ce qu'on dit à nos collègues, nos superviseurs, comment justifier le fait qu'on est en télétravail sans dire la raison aussi. C'est pas évident comme situation finalement Effectivement, hein, parce qu'on développe souvent des liens avec nos collègues de travail, puis certaines personnes sur les lieux, puis ces personnes-là s'inquiètent. Évidemment, je vous le rappelle, et ça appartient, c'est toujours un choix qui va appartenir au travailleur, à la travailleuse, à la personne qui est avec le VIH, de, de savoir si elle est confortable ou pas de faire un dévoilement, mais vous n'avez pas d'obligation légale après ça de dévoiler à vos collègues, par exemple, qui seraient pas vos supérieurs ou quoi que ce soit. Comme je vous dis, c'est limiter les personnes qui devraient avoir accès à cette information-là au sein de la structure de l'entreprise. Puis est-ce que tu as eu des exemples de gens, de qu'est-ce qu'ils disaient à des collègues, faire comment ça t'es en télétravail, tu sais, à travers tous les gens qui ont appelé au service, est-ce que, je sais pas, parce que c'est une bonne question, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirais platement, en fait, la plupart des gens qui ont appelé au service, en fait, ça se passe assez rapidement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le certificat du médecin, on l'envoie tout de suite aux ressources humaines et la personne n'entrera pas au travail suite à ça. Donc, généralement aussi, elle a moins de contact avec moins de contact, elle a moins de contact du moins sur le milieu de travail comme tel avec ses collègues. Donc, généralement, ça va faciliter un petit peu cet aspect-là. Euh, mais ou sinon, il y a des personnes qui vont rester très laconiques aussi, qui vont simplement dire je suis en arrêt de travail ou je suis en retrait préventif, mais qui n'iront pas plus loin. Et évidemment, je le répète, ça dépend toujours à quel point la personne est confortable. Donc, on a aussi des personnes qui vont dire oh non, non, mais moi, par exemple, ces deux collègues-là, c'est aussi des amis, donc je leur ai dit, je suis à l'aise avec ça. Donc, je vous dirais, on a plusieurs situations différentes, mais puisque le certificat médical est la première étape, et une fois qu'il est envoyé aux ressources humaines, la personne se place tout de suite en retrait préventif sur la base de son avis professionnel de son médecin, eh bien, elle évite aussi une partie de ce questionnement-là parce qu'en théorie, une fois que le certificat est envoyé ou même obtenu, elle ne devrait pas se présenter sur les lieux du travail, à moins d'avoir une décision inverse une fois qu'on aura passé au travers du processus. C'est une question un peu qui découle de tout ça aussi, c'est comment faire pour protéger son emploi devant une divulgation dans ce contexte. Comment on peut se protéger contre un congédiement en raison du statut VIH? Bien, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais évidemment, si jamais vous pensez que vous avez été congédié, soit par l'exercice d'un droit de retrait ou d'un droit qui est prévu à la LSST, ou si vous pensez que vous avez eu des représailles ou de la discrimination à cause de votre statut sérologique, eh bien, il y a des recours qui peuvent être pris. Donc, j'identifie peut-être deux situations dans cette question-là, c'est-à-dire une situation clairement où la personne est discriminée pour le simple fait qu'elle est à cause de son statut sérologique, eh bien là, on pourra faire appel aux outils que la Charte québécoise nous offre, c'est-à-dire une protection contre la discrimination qui va être fondée sur le handicap. Hein. Donc, le statut sérologique a été reconnu comme juridiquement s'inscrivant dans le motif handicap de la Charte, donc qui protège contre la discrimination. Et donc, pour cet aspect-là, bien, il y a la Commission des droits de la personne qui s'ouvre à nous. Hein, donc, ça, c'est un premier aspect. Puis, je vous dirais, le deuxième volet que je vois à cette question-là, c'est si, par exemple, on exerce un droit qui est prévu à la loi santé et sécurité au travail, comme par exemple le droit de refus ou le retrait préventif, et qu'on a l'impression qu'on est congédié uniquement parce qu'on a exercé un droit qui pourtant nous était conféré par la loi, eh bien, il y a l'article 227 de cette même loi-là qui vient protéger le travailleur, qui vient dire ben, on peut exercer un recours pour renverser cette décision-là ou pour faire examiner ça par un tribunal, du moins, si on a l'impression qu'on a été victime de représailles par rapport à l'exercice d'un droit de retrait, d'un droit de refus. Donc, il y a des protections qui sont là, qui existent pour les travailleurs, travailleuses et qui vont souvent se manifester sous la forme de recours, évidemment. Puis est-ce que tu as des recommandations, disons, tu sais, peut-être en prévention, tu sais, sachant qu'il y a peut-être qu'un dévoilement volontaire ou non volontaire qui va être fait? Est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent faire, c'est ça, un peu en prévention, un petit peu en amont pour, je sais pas, Je s'ils pense, doutent qu'ils peuvent avoir un congédiement en raison de ça? Tout à fait. Je pense que si une personne pense qu'elle rentre dans les critères qui lui permettraient d'avoir accès à un retrait préventif ou à un droit de refus, notamment le retrait préventif, aller tout de suite consulter son médecin pour obtenir le certificat médical.
parce que ça va être, c'est un élément crucial. Puis, plutôt que de faire un jeu de chat et souris là, avec le bureau de santé ou les ressources humaines, tout de suite aborder la question avec son médecin. Quelles informations sont pertinentes médicalement pour mon retrait préventif, par exemple? Première chose, et ça, c'est au médecin de les identifier. Et ensuite, quelle information je suis confortable de divulguer, OK, à mon employeur. Donc, sans évidemment parler du statut sérologique. Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics avec lesquels je suis plus à l'aise, qu'il y a moins un stigma autour de ces diagnostics-là et que je serais confortable de mettre? Donc, je vous dirais peut-être, évitez, si vous êtes sûr que vous êtes confortable avec un diagnostic, évitez de le retenir parce que déjà, tout l'enjeu va être là. Et tout l'enjeu va être probablement que l'employeur va tenter d'avoir le plus d'informations. Donc, les informations que vous êtes confortable, mettez-les pour essayer que vous n'ayez pas, c'est ça, ce jeu de chat et la souris. Et je vous dirais aussi, si vous êtes dans un milieu syndiqué et les intervenants et intervenantes aussi, là, vous pouvez identifier ces informations-là avec la personne qui vient vous voir, mais si on est dans un milieu syndiqué, impliquez le syndicat le plus tôt possible. OK? Parce que c'est son travail, c'est votre droit aussi. Et si jamais ça doit aller plus loin, le syndicat peut financer, évidemment, si vous sentez que le courant passe avec votre syndicat et qui sera disponible pour vous pour défendre vos droits. Il y a d'autres options aussi si jamais on sent que le syndicat est un peu moins de notre côté, notamment par rapport à ce droit de représailles là, ou ce recours contre les représailles, pardon, je devrais dire. On a le choix d'aller vers notre syndicat ou d'aller vers une voie où on pourrait se défendre seul ou avec un avocat devant la CNESST. Et ça, il faut faire attention à ça parce qu'évidemment, si on choisit d'aller vers le côté où on est seul, bien, ça veut dire qu'il faut financer le recours ou se défendre seul. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le syndicat, souvent, ça va être c'est une option à considérer très sérieusement là, parce qu'ils sont là, puis ils ont aussi l'habitude, il faut le dire, de mener ce genre de bataille-là. Donc, ça, je vous dirais que ça peut être des éléments en prévention, ou du moins à mettre en place pendant que ça se déroule. Et toujours d'aller chercher je vous dirais peut-être, je conclurai là-dessus, les intervenants, essayer d'aller chercher le plus d'informations par rapport au guide de l'INSPQ. Est-ce que la personne est syndiquée? Est-ce qu'elle rentre dans les conditions? Donc, cumuler de l'information. Et ça l'aidera le travailleur, la travailleuse. Et si éventuellement ça devait aller plus loin au syndicat, au service VIH Infodroit, vous avez déjà cumulé de l'information. Donc, des fois, ça va rapidement. Donc, on saute une étape. Là, ici, vous avez fait un travail primordial. Et parfois aussi, la personne, juste avec votre aide, d'organiser, cumuler l'information, peut aussi se sentir à l'aise de faire la démarche toute seule, mais c'est toujours une bonne idée de le faire. Ah, puis il y a une question qui sort, moi aussi, je me la posais. Dans le fond, il y a moyen d'impliquer le syndicat sans avoir à dévoiler le statut VIH, tu sais? Est-ce que ça serait un petit peu la même chose que les ressources humaines qui veulent savoir vraiment c'est quoi le diagnostic? C'est possible de le faire. Pour le syndicat, je vous dirais la question, elle est un petit peu, la question, l'angle, il est un petit peu différent parce que dans la mesure où on sent que le syndicat est là pour défendre nos droits en tant que travailleurs, travailleuses, on sent peut-être plus que c'est un allié. Évidemment, c'est toujours le choix de la personne, je le répète, mais je vous dirais, il y a possibilité de faire les deux. Si vous êtes à l'aise, allez-y, mais si pour vous, de toute façon, ça ne change rien, vous ne ferez pas de dévoilement, il y a aussi moyen de ne pas le dévoiler à son syndicat et de simplement expliquer la situation en disant, tu sais, moi, je ne veux pas dévoiler mon diagnostic, voici l'état de la situation, est-ce que vous pouvez me venir en aide? Donc, ça a été fait à plusieurs reprises au service. On l'a mis en place et dans des situations même où le syndicat est venu après ça, est venu intervenir là, auprès de l'employeur en faveur du travailleur, de la travailleuse. Donc, ça s'est vu, ça se fait. C'est sûr que je vous dirais, c'est pas la méthode traditionnelle que le syndicat est habitué de voir, mais ça se fait si on prend le temps un petit peu d'expliquer les choses au syndicat. Je l'ai fait plusieurs fois au service et ça n'a pas empêché le syndicat de sauter dans la mêlée, de défendre son travailleur. Oui, merci. Merci. Il y a des discussions dans le chat sur la théorie et la réalité, ou que là, après ça, c'est toutes réalistement, justement, les collègues vont poser des questions, le syndicat aussi, ou toutes sortes de personnes. Donc, en effet, là, c'est peut-être bon de communiquer directement avec toi pour que tu puisses regarder peut-être le cas par cas pour certaines personnes qui vivent malheureusement cette situation difficile-là.
tu vas pouvoir être disponible pour leur répondre sans aucun doute. C'est sûr que pour les cas par cas, je suis toujours disponible. Et puis, euh, l'objectif ici, c'est pas de gommer la réalité. Hein. Aussi, c'est un peu ce que je disais par rapport à la confidentialité qui devrait entourer les postes qui se penchent sur les certificats médicaux aux ressources humaines. C'est-à-dire, oui, ça doit être confidentiel, mais on le sait aussi quand on parle avec la communauté, avec les PVVIH, quand on parle avec la communauté, on sait que ben, il y a la réalité puis il y a ce qui est écrit sur le papier. Euh, maintenant, je pense que l'enjeu, le défi ici, c'est de essayer de développer un argumentaire qui va être le plus fort possible pour tenter d'éviter le dévoilement du diagnostic sur le certificat de santé tout en faisant en sorte que le travailleur, la travailleuse va pouvoir bénéficier de son droit de retrait ou de son droit de refus lorsque c'est nécessaire pour lui ou elle. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres peut-être questions, commentaires ou c'est peut-être les situations plus particulières, pointilleuses, il y a moyen de contacter Laurent là, avec le numéro, avec le courriel, mais des questions plus larges peut-être ou Ouais. oui, merci. Quelqu'un qui dit que ça aurait été fun de l'avoir en mars, en effet. Est-ce que vous avez des cas où c'est la santé mentale qui a été utilisée, je présume, comme Julie, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que c'est comme diagnostic dévoilé ou comme motif de discrimination? Est-ce que vous avez des cas où c'est la santé mentale comme diagnostic dévoilé qui ont... Je vais répéter. Est-ce que vous avez des cas où c'est la santé mentale qui a été utilisée, par exemple, anxiété ou trouble d'adaptation ou dépression comme diagnostic dévoilé? Je dirais, en fait, pour répondre à la question de Julie, c'est peut-être le meilleur exemple à l'extérieur du statut sérologique, cet exemple-là. Pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, il y a encore un stigma qui entoure beaucoup les questions de santé mentale. Donc, c'est souvent le genre de questions le raisonnement qu'on met en place aujourd'hui avec la tentative de ne pas dévoiler les statuts sérologiques, mais d'obtenir le droit de retrait ou le droit de refus quand même. Ça s'est beaucoup présenté dans des cas de santé mentale. Moi, personnellement, j'en ai pas fait parce que je traite les questions juridiques qui sont liées au statut sérologique, évidemment, mais moindrement qu'on se met à fouiller dans la jurisprudence, ça va beaucoup être ce genre d'éléments-là qui vont survenir. Pourquoi? Ben parce qu'il existe encore un stigma autour de ces diagnostics-là et on ne veut pas les dévoiler. C'est sûr que quand on a une personne qui a un diagnostic qui est peut-être moins sensible, ben, la personne va faire je ne dis pas qu'elle va y réfléchir longtemps, mais il y a une espèce de calcul qui se fait en disant, bah, moi, ça ne me dérange pas, je ne sais pas, de dévoiler le diagnostic X parce que pas de stigma qui est autour de l'influenza, par exemple. Mais c'est sûr qu'au niveau de la santé mentale, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas similaires, mais j'en ai pas eu personnellement au service vu le mandat du service. On a un commentaire. Il y a un enjeu d'équité avec les collègues. Une personne qui vit avec le VIH qui ne répond pas aux critères d'immunosuppression n'est pas plus à risque que ses collègues face à la COVID. Donc, on ne devrait pas nécessairement réclamer le droit de retrait quand ses collègues n'ont pas cette option. Effectivement, c'est vrai, puis je vous dirais, ça sert même que je déconseillerais à une personne qui serait dans cette situation-là, là, qui ne correspondrait pas aux critères d'immunosuppression, d'intenter une demande au niveau du droit de retrait ou du droit de refus, simplement parce que les chances que ça passe sont extrêmement minces. Je vous dirais déjà juste l'enjeu de tenter d'éviter un dévoilement est un enjeu qui est complexe et qui est pas gagné d'avance. Donc, si en plus on répond pas, comme je vous dis, si je vous fais un rappel aux deux critères là, du retrait préventif, évidemment, euh, cette personne hypothétique-là, arriverait probablement même pas à se qualifier au niveau du raisonnement juridique, là, en surplus de la question d'équité. Est-ce que tu veux... Oui, j'essayais de vous retrouver les deux conditions, mais voici les deux conditions. Non, c'est pas vrai. Bon, je pense que les gens sont ici. Donc, c'est ça. Dans ce cas-ci, une personne, comme je vous dis, qui ne correspondrait pas aux critères de l'immunosuppression, la condition 1 serait probablement pas remplie.
Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question, commentaire de la part des participants, participantes? Merci beaucoup pour, d'ailleurs, pour vos questions, puis les témoignages aussi. C'est super enrichissant, puis ça permet de couvrir d'autres sujets ou en tout cas d'aller plus loin dans les éléments qui ont été abordés jusqu'à maintenant. J'attends juste un petit 20 secondes, voir si quelqu'un est en train d'écrire une question. Je pense que ça semble avoir fait le tour. Donc, n'hésitez pas à contacter Laurent. Donc, assez. Non, oui, c'est les. Oups. OK, moi, je vais arrêter de toucher à ça. Je suis comme pas habituée en partage de. De le faire à deux. Oui, la présentation va être envoyée par courriel. Puis, ben, merci beaucoup, Laurent, d'avoir été là puis d'avoir partagé toutes tes connaissances avec nous. Puis, merci aux participants d'avoir été des nôtres. Je plug nos webinaires à venir à la Coxida, qui ne seront pas nécessairement liés à la COVID-19, mais plus aux personnes vaincre le VIH. On va avoir Dr. Pilar Ramirez qui va être avec nous pour parler des stratégies corps-esprit pour améliorer le bien-être. 10 juin, et Patrice Saint-Amour, qui est coordonnateur de l'Index, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec, qui va nous parler, qui va présenter en fait des résultats qui ont été obtenus le 17 juin. Donc, ben, merci tout le monde, puis merci encore Laurent, puis ben, à la prochaine. Bonne journée.